Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes au Cimodec 2018 sur le plateau TV Cimodec. Michel Pêche qui vous présente maintenant monsieur Alain Cadix de l'Académie des technologies. Je vous présente comme ça parce que le CV serait peut-être un petit peu trop long avec votre expérience et votre savoir-faire. Et puis monsieur Ganaguier, ça y est, j'ai mangé votre prénom. Laurent Ganaguier, DRH de Tefal, entreprise installée à Rumilly, en Haute-Savoie, et l'une des plus grosses entreprises de Haute-Savoie. Donc nous allons parler de l'homme au cœur de l'usine, l'homme et de l'usine du futur, de ses implications, avec, suite à la conférence que vous avez donnée ce matin, et en avant-première de celle qui va venir à 15h30 cet après-midi. Donc, monsieur Alain Cadix, vous découvrez un petit peu le décolletage, vous découvrez ce monde. Vous avez écrit un livre récemment sur l'évolution, l'industrie du futur. Vous pourrez en parler. Quel est votre sentiment par rapport à cette industrie du décolletage, par rapport à ce que vous dites sur l'usine du futur, l'implication dans les territoires et l'industrie du décolletage? Je ne sais pas par rapport à l'industrie du décolletage. Ce que je vois dans l'industrie du futur, c'est que les entreprises doivent évoluer en profondeur, que les entreprises ont besoin de compétences nouvelles, qu'elles ont besoin de flexibilité, de réactivité, en tous les cas de développer des flexibilités et de la réactivité, et que les solutions ne vont pas de soi, elles ne sont pas évidentes. Et moi, ce que j'observe sur les territoires, et ce que j'observe en particulier ici, c'est que les réponses peuvent être des réponses individuelles. Chaque entreprise trouve des solutions à sa mesure, mais que beaucoup de réponses sont collectives. C'est-à-dire que les entreprises se mettent ensemble pour développer des compétences nouvelles, pour créer une école, pour créer un technocentre, etc. C'est-à-dire qu'au fond, il y a, face à l'industrie du futur, qui est un véritable défi, parce que c'est un changement assez fondamental de paradigme, eh bien, il y a des réponses qui sont entreprise par entreprise, parce que chaque entreprise a sa culture, ses façons de manager, mais il y a des réponses qui viennent d'une action collective, d'un collectif d'entreprises, d'acteurs, d'organisations professionnelles qui, ensemble, vont essayer de trouver des solutions. Et ce collectif, j'ai l'impression qu'il existe dans la vallée de l'Arve. Oui, on a parlé, vous avez vu le salon Smile, vous avez vu certaines actions. Ce collectif, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que vous le mettez en place? Vous, chez Tefal, en tant que DRH, il y a un micro qui crache un petit peu, voilà. Et est-ce que vous le mettez en place? Comment vous procédez pour donner sa place à l'homme au cœur de cette industrie? Alors, vous ne parlez pas d'industrie 4.0 ou d'industrie du futur dans votre conférence, mais par contre, vous parlez de l'industrie, de l'évolution qui est en train de se produire. Quelle place l'humain a-t-il au cœur de cette évolution pour vous, DRH de chez Tefal? Alors, vous avez utilisé un terme très important qui est évolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de révolution de l'industrie du futur, du 4.0. On voit très bien que ces appellations sont anxiogènes. Et personnellement, je préfère parler d'évolution technologique, à l'instar de ce que l'on a vécu avec les différentes évolutions de l'imprimerie, de la vapeur, de l'électricité, du pétrole. Aujourd'hui, c'est le numérique, c'est le digital. On est sur l'économie digitale. C'est un fait, mais c'est ni plus ni moins qu'un changement itératif de ce que l'on a connu depuis la première révolution industrielle. Donc, je crois qu'il faut, pour démystifier cette évolution, utiliser des termes assez simples pour ne pas stigmatiser effectivement les impacts que peuvent avoir ces changements. Ensuite, chez Tefal, ce que nous avons fait est relativement simple, ma foi. Nous avons eu un processus qui a visé avant tout à mobiliser le comité de direction pour anticiper quelles seraient les évolutions sur les métiers et les compétences.
Ensuite, et je développerai plus tard parce qu'il faut que j'aille vite, nous avons dressé un bilan ou un état des lieux quantitatif et qualitatif sur nos compétences, sur nos métiers, sur nos besoins. Et puis, dans une troisième étape, nous avons identifié des plans d'action qui visent à corriger les écarts entre la situation où l'on voit arriver d'ici 3 ans les évolutions des compétences et des métiers et celles que nous avons aujourd'hui, de telle sorte à pouvoir prévoir des processus d'apprentissage, des processus de recrutement qui nous permettent effectivement de combler cet écart. Et puis, last but not least, ce qui est très important à mes yeux, c'est communiquer et partager avec l'ensemble des représentants du personnel, mais également le personnel, avec une communication sociale beaucoup plus affûtée que nous avons aujourd'hui, puisque c'est effectivement des changements qui sont structurants pour le personnel. D'accord, parce que si c'est une évolution, il y a quand même aussi une espèce de révolution sociale, dans le sens où d'une organisation, on va dire pyramidale pour être rapide, à une évolution beaucoup plus collective. Vous parliez d'intelligence collective. Ce matin, j'ai entendu dans votre conférence qu'on renversait les barrières entre entre le service et l'industrie, entre les barrières existent beaucoup moins. Et comment est-ce que les entreprises peuvent s'adapter à cela, outre le collectif ? Oui. Alors d'abord, je voudrais juste revenir sur un point qui est celui de l'industrie du futur qui pourrait apparaître comme ça, venant de nulle part. Non, l'industrie du futur, c'est d'abord l'industrie du présent qui se transforme. Alors certes, il y a des entreprises nouvelles qui vont apparaître, centrées sur la robotique, sur l'intelligence artificielle, sur le traitement des données, souvent des entreprises de services du reste. Mais c'est d'abord l'entreprise du présent qui se transforme. Et il faut faire attention en effet à ce que ce qui est annoncé comme étant le futur ne soit pas anxiogène. Parce que très souvent on dit ah oui mais l'intelligence artificielle et les robots ça va supprimer des emplois. Oui, ça va supprimer certains emplois, mais pas tous les emplois, ça va en créer de nouveaux. Certes, il va falloir, et c'est un défi, et ça a été évoqué très bien, c'est un défi pour les gens qui sont en place. C'est-à-dire que leurs compétences doivent évoluer, mais elles sont accompagnées, elles ne sont pas laissées jetées dans une piscine sans accompagnement. Donc on est vraiment devant une évolution, on est devant une évolution assez profonde. Et vous évoquiez les barrières qui s'estompent ou qui diminuent. Effectivement, aujourd'hui, une entreprise industrielle est de plus en plus une entreprise qui fournit des solutions à ses clients. C'est-à-dire, c'est pas simplement un produit, c'est un service associé au produit, ou c'est un ensemble produit et service. Par ailleurs, on s'aperçoit que les entreprises industrielles, de plus en plus, il n'y a pas d'un côté les concepteurs, les fabricants, et de l'autre les clients, mais qu'on voit que de plus en plus, on trouve les moyens d'associer clients, fournisseurs à concevoir le futur, etc., etc. Donc, l'industrie du futur, c'est aussi probablement une industrie qui voit s'estomper, ne pas disparaître, parce qu'il y a un moment où il y a l'intérieur de l'entreprise et il y a l'extérieur, s'estomper un certain nombre de frontières ou de barrières qui étaient traditionnellement installées depuis la nuit des temps, soit dans l'entreprise, entre les fonctions, d'où le collaboratif, soit entre l'entreprise et son environnement, d'où aussi un collaboratif extérieur avec des fournisseurs de technologie, avec des sous-traitants, avec des fournisseurs, avec des clients et une sorte d'écosystème finalement qui prend corps. Et tout ça se fait pas d'un bloc. Il doit y avoir plusieurs niveaux, je suppose, des gens qui vont plus vite, des grosses entreprises, des petites entreprises. Donc, c'est pas l'industrie du futur d'un bloc qui se transforme, mais comment vous le percevez chez Tefal, grosse entreprise qui fabrique d'ailleurs des casseroles et dans le groupe SEB qui fabrique de l'électroménager qui continue à perdurer, qui va se transformer aussi vers le futur. Mais comment vous percevez ces différentes appropriations de l'industrie du futur chez vous, chez les différentes personnes, les
plus anciens, les plus jeunes, et chez vos sous-traitants qui, je suppose, ont des tailles différentes de la vôtre et donc ont une perception également différente. Mais je crois que chez Tefal, on travaille en cordée. On travaille beaucoup avec notre territoire. On a un certain nombre d'échanges de pratiques avec les entreprises qui sont à nos côtés, mais également, effectivement, comme vous l'avez dit, avec les sous-traitants, puisque de toute façon, c'est un jeu à somme positive. La réussite ne sera que collective. Donc, clairement, nous avons cette obligation de travailler avec notre écosystème, parce qu'encore une fois, il en va de la santé, effectivement, de notre environnement. Et puis surtout, on est beaucoup plus fort quand on est plusieurs que tout seul. Donc on travaille de cette façon-là. Et au niveau des personnes, à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'il n'y en a pas qui se mettent sur le bord du chemin ou d'autres qui sont mieux adaptés? Et quid de la formation pour participer à ce mouvement? Alors je crois qu'effectivement, ces évolutions nécessitent un accompagnement très important, que ce soit en termes de communication, sur la vision que l'entreprise se donne, sur le moyen terme, sur là où on va aller, quels vont être les moyens qu'on va y mettre et comment on va accompagner les transformations qui vont jalonner effectivement cette cible. Ça va nécessiter effectivement des processus d'apprentissage qui sont bien sûr de la formation, mais ça peut être aussi du co-développement, ça peut être du coaching, ça peut être du mixed training, tout un panel d'outils qui permettent encore une fois l'accompagnement des collaborateurs dans l'apprentissage des compétences cibles. Donc il n'y a pas de solution toute faite pour cette évolution ou cette transformation? Non, je crois qu'il faut qu'on raisonne selon le test and learn et tout simplement qu'on avance en itération en fonction de nos différents terrains de jeu. Je crois qu'il n'y a pas une méthodologie. En revanche, il y a effectivement un partage d'expérience à avoir sur le sujet. Monsieur Cadiz, vous qui avez un recul, qui voyez beaucoup d'entreprises à travers l'Hexagone, comment ça se passe ailleurs que dans l'écosystème haut-savoyard des entreprises, qui ne sont pas tous des décolleteurs, on le voit bien avec Tefal, mais comment ça se passe ailleurs et quelles seraient non pas les recettes, mais quelles seraient les pistes que vous pourriez conseiller d'explorer aux entreprises qui se mettent sur ce chemin-là? Je crois qu'il y a une constante, que vous soyez ici dans la vallée de l'Arve, que vous soyez en Vendée, que vous soyez en Bretagne, à certains endroits, à Vitré par exemple, ou d'autres endroits, c'est que lorsque des territoires se développent, ont des taux de chômage plus bas que leurs voisins, c'est principalement parce qu'il y a un collectif. Je reviens sur cette histoire de collectif, parce que les acteurs publics, privés, sont autour de la table et travaillent ensemble et ont un projet commun. Je crois que beaucoup de territoires, je crois que tous nos territoires ont des ressources, tous nos territoires ont des capacités. Il y a des territoires qui se sont moins projetés que d'autres dans l'avenir, qui ont joué moins collectif, et c'est ceux-là qui souffrent le plus. Partout, je crois que c'est un point commun, quelle que soit la culture, c'est le jeu collectif. Et dans ce jeu collectif, il y a un acteur qui est très important, qui est le système de la formation professionnelle. Et là aussi, là où ça fonctionne, c'est que les barrières, on parlait de barrières, sont tombées ou tombent entre l'univers de la formation et l'univers de l'entreprise. Et qu'on parle ici, mais on parle aussi ailleurs, de campus des métiers et des qualifications. Je crois que c'est une très belle initiative. Pourquoi c'est une très belle initiative? Parce qu'autour de la table du campus, vous avez des lycées, des CFA industriels, privés, des CFA publics, vous avez écoles d'ingénieurs et vous avez des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ensemble, ils réfléchissent aux formations de demain. Autre intérêt également pour les campus des métiers et des qualifications, c'est que non seulement ils travaillent en formation initiale, mais ils travaillent aussi en formation continue. Ils travaillent par les voies de l'alternance comme par les voies scolaires, etc. Et que pour quelqu'un, un jeune en particulier, on parlait de Smile, un jeune qui sort du collège et qui rentre dans une des composantes d'un campus, il ne rentre pas sa formation, celle qui va être proposée par l'établissement où il rentre, mais il rentre pour un parcours.
et ceci met en perspective les choses. Donc voilà, il y a un certain nombre d'ingrédients. On joue collectif sur le territoire entre entreprises et acteurs de développement, laboratoires, que sais-je, centres techniques, bon. Et on joue collectif entre entreprises et établissements ou organismes de formation. Ça, c'est une constante. Vous parliez de formation professionnelle qui doit jouer un rôle certain dans cette évolution. Il y a un plan sur la table pour la modification, l'évolution de la loi sur la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez on l'appelle le Big Bang, mais comment vous percevez ça, vous, en tant que directeur des ressources humaines de Tefal ? Écoutez, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'effectivement ça va probablement clarifier le terrain de jeu de la formation professionnelle et notamment de ses acteurs, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont très peu contrôlés, donc beaucoup effectivement d'organismes de formation qui ne font pas leur rôle de former. Pour ce qui concerne l'entreprise ou une entreprise comme la nôtre, nous avons la capacité effectivement à identifier les bons acteurs dans la formation. En revanche, pour un certain nombre de demandeurs d'emploi, et je rappelle qu'effectivement la formation professionnelle, elle sert surtout aussi aux personnes qui ont le désir de se reclasser, je crois que c'est un peu plus problématique. Donc de ce point de vue-là, et on attendra encore une fois que les discussions ont lieu, parce qu'il faut être très prudent pour évoquer ce sujet dans la mesure où il est en cours effectivement de réflexion et de maturation, mais il y a certaines pistes, dont celle-ci, qui m'apparaissent intéressantes. Monsieur Ganaguier, Monsieur Cadix, merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau TV sur le CIMODEC 2018. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à tous nos auditeurs et je vous donne rendez-vous à bientôt. Plateau télé du CIMODEC, Michel Pech, au CIMODEC 2018. Voilà, merci avec la participation de Machine Production. Merci à vous. Messieurs. Merci à vous.